Et aussi, il faut savoir, Catherine, que dans plusieurs pays, c'est obligatoire d'utiliser la lettre de crédit documentaire. Il y a par exemple l'Égypte, depuis quelques semaines, donc exige l'utilisation d'une lettre de crédit documentaire. Donc, j'ai plusieurs clients dans les derniers jours donc, qui exportent vers l'Égypte. Ben, même si donc l'acheteur voudrait payer par transfert de fonds d'avance, il n'a pas le droit pour contrôler les monnaies, là, l'échange. Donc, l'utilisation de la lettre de crédit documentaire, elle est obligatoire. Dans le fond, ça permet aux banques et au gouvernement de s'assurer que s'il y a de l'argent qui sort d'Égypte, c'est parce qu'il y a vraiment de la marchandise qui arrive. Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Nathalie Fournier de chez Desjardins qui va nous parler des différents outils pour gérer le risque dans les transactions à l'international. Comme vous le savez, les risques actuels sont plus élevés pour les entrepreneurs étant donné la situation liée au COVID, mais aussi à ce qui se passe dans les vieux pays actuellement, entre autres en Ukraine. Donc, la gestion du risque devient un élément plus important pour les entrepreneurs et les outils sont plus utilisés. Donc, nous avons cru bon de vous en parler aujourd'hui. Nathalie explique très bien les différents produits. Vous allez enfin, si vous êtes comme moi, vous allez enfin comprendre tous les différents détails là, et comment les utiliser. J'aimerais souligner l'implication de Desjardins comme partenaire à nos balados. La confiance de Desjardins est très importante pour nous. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Desjardins est fier de présenter Les Exportants, une série balado sur l'exportation réalisée par CQI. Pour du soutien avec vos services internationaux, visitez desjardins.com/entreprise. Bonne écoute! Alors, bonjour Nathalie. J'ai aujourd'hui la chance de discuter avec toi des différents outils qui sont offerts aux entrepreneurs exportateurs. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, je voulais voir avec toi, quel est ton rôle exactement chez Desjardins? Donc, moi, je suis chef d'équipe opération, import-export et affacturage. Donc, j'ai une équipe d'une quinzaine de personnes, donc des experts en lettres de crédit, en lettres de garantie, en collection documentaire, en affacturage et dans l'ensemble des services internationaux. Donc, nous sommes là pour appuyer l'équipe des directeurs services internationaux qui sont sur la route au Québec. Et on est en contact direct avec les entreprises pour leur offrir les meilleurs modes de paiement. Selon la situation. Donc, comment ça fonctionne pour les entrepreneurs? Ils ont un directeur de compte avec qui ils font affaire et quand vient le temps de discuter des produits, vous êtes invité, j'imagine, à rencontrer le client. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. La porte d'entrée, dans le fond, pour nos entreprises chez Desjardins reste toujours le directeur de compte, bien entendu. Et il y a une équipe d'une quinzaine de directeurs services internationaux, donc spécialisés dans l'ensemble des produits et services internationaux, dont ce dont on va parler aujourd'hui, mais en plus des produits de change, par exemple, de l'accompagnement à l'étranger, etc. Donc, ce spécialiste-là, dans le fond, le directeur services internationaux va référer aux différentes équipes d'experts selon les produits et services qui sont exigés là, pour l'entreprise pour faire les transactions. Donc, mon équipe en fait partie en ce qui concerne donc l'affacturage et les produits import-export. Donc, vous êtes des spécialistes dans ces produits-là. C'est ce que vous faites de votre quotidien. C'est les expliquer, les vendre. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec une spécialiste qui va pouvoir vraiment nous aider dans les détails pour les produits qui vont aider les entreprises. Donc, en ce moment, quelles sont les préoccupations des entrepreneurs? Parce que c'est présentement en changement. On vit quand même, on est dans un monde différent, là, peut-être là, depuis la pandémie et puis maintenant avec la guerre en Ukraine. Est-ce que vous voyez plus de préoccupations chez les entrepreneurs? Définitivement, Catherine. Je pense on doit le mentionner. Je pense que c'est pas une nouvelle que je vais vous parler là, de la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Il y a définitivement des enjeux dans les 2 dernières années, des délais dans le transport, par exemple. Donc, on peut payer, acheter quelque chose, mais on va recevoir la livraison dans plusieurs semaines. Définitivement, c'est la première préoccupation qui s'est empirée avec la pandémie
et que probablement là, on ne voit pas quand ça va se résorber. Donc, la pénurie, donc de pièces, de composantes qui vont entrer dans la fabrication des produits définitivement. Je pense que tu as mentionné définitivement la situation en Europe, elle a un impact parce que ça amène de l'incertitude, dans le fond, sur les marchés et une certaine préoccupation là, que ça pourrait se répandre, bien entendu, en dehors de l'Europe. Donc, en plus des risques commerciaux habituels, évidemment, là, de ne pas être payé ou d'avoir des délais dans le paiement, il y a cet aspect-là là, qui apporte une zone d'incertitude. Donc, je pense par exemple à la conformité. Vous avez vu, là, on parle des banques russes, donc qui ont été retirées du système SWIFT, donc des paiements. Et là, je pense qu'on se rend compte que probablement il y avait des gens ou des Russes là, partout dans tous les pays. Donc, ça veut dire que les paiements peuvent être interceptés, analysés. Donc, il faut penser là, qu'on peut avoir des retards dans les paiements qui seraient en dehors, donc hors de contrôle des entreprises. Donc là, j'imagine que ça crée un stress qui n'était pas là avant. Là. C'est une nouvelle menace, en fait, là, dans une bonne transaction. C'est bien ça? Les gens, ils sont un peu nerveux? Définitivement, c'est-à-dire que même si on fait, par exemple, si on fait une transaction en dollars US avec la Chine, par exemple, le transfert de fonds va quand même passer aux États-Unis parce qu'il est en dollars US. Donc, ça veut dire qu'on va traverser, il faut que les paiements traversent plusieurs zones au niveau de la conformité. Donc, conformité, blanchiment d'argent, etc. Donc, ça veut dire qu'on va traverser plusieurs règles. Donc, c'est possible qu'il y ait des délais dans les paiements. Et puis maintenant, pour cette raison-là. Si je comprends bien, il y a plus de vérification que par le passé à ce niveau-là. Est-ce que les paiements prennent plus de temps à arriver d'une façon systématique? Pas systématiquement, mais c'est-à-dire que nous avons comme institution financière, il y a des filtres, mais il y a des filtres, par exemple, chez Desjardins, il va en avoir chez la Banque américaine, il va en avoir chez la Banque étrangère. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, si on trouvait des gens d'origine russe ou des oligarques, par exemple, ce dont on entend parler, bien là, le paiement pourrait être intercepté pour cette raison-là. OK, donc il faut se protéger. Quel est le moyen de se protéger de ça? Écoutez, en ce qui concerne la Russie ou les transactions avec les Russes, là, je pense que évidemment le message, évidemment, c'est on ne peut pas en faire présentement. Je pense qu'il n'y a pas d'autres conseils ou d'exiger un paiement d'avance, par exemple. Probablement que ce serait une situation où est-ce qu'une entreprise canadienne qui veut exporter ne peut pas prendre ce risque-là. Je comprends. Si on parle des outils en gestion de risque, là, on a la lettre de crédit. Moi, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en discuter pour bien le comprendre. Comment ça fonctionne? Pourquoi on l'utilise? Excellent. Merci, Catherine. En fait, c'est qu'il faut voir que bien entendu, quand on fait des transactions à l'international, quand on fait des ventes à l'international, on a plus de risques que lorsqu'on fait des transactions avec une entreprise, par exemple, qui est située dans la même ville ou dans le même pays. Donc, la distance, le fait que ce soit dans un autre pays, d'autres réglementations, donc, élève le niveau de risque pour une entreprise. En fait, pour un exportateur, quand on fait une transaction, une vente à l'étranger, ça dépend du niveau de risque que l'exportateur est prêt à prendre, la capacité de financer. Hein? Est-ce qu'on peut vraiment offrir à quelqu'un, à un acheteur qui va nous payer dans 30 jours, 60 jours, 90 jours? Il faut avoir la capacité pour faire ça. Ça dépend de nos intentions aussi. Par exemple, si une entreprise, un exportateur veut développer un marché, bien, il faut probablement offrir des termes de paiement plus alléchants pour l'acheteur. À l'inverse, si par exemple une entreprise n'avait pas l'intention de faire avec un pays donné, un pays jugé à risque, bien, probablement que l'exportateur peut être plus exigeant, par exemple demander un paiement d'avance, parce que c'était peut-être pas une intention marketing de développer ce marché-là. Donc, essentiellement, on va partir du principe, dans le fond, que comme exportateur, ce qui est le plus avantageux, c'est de demander de recevoir un paiement d'avance, bien entendu. Donc, on exige un paiement d'avance comme exportateur. On reçoit le paiement et ensuite, on fait l'exportation.
À Ça, c'est l'opposé, dans un monde idéal, mais est-ce que l'acheteur bien accepte entendu. toujours Parce que là, on ne sait pas si on va recevoir la marchandise au bout du compte. Donc, il y a un risque des deux côtés. Définitivement. Et c'est là que la lettre de crédit documentaire, dans le fond, apporte sa grande valeur. La lettre de crédit documentaire, dans le fond, si on se place en situation d'exportation, donc ça veut dire que l'entreprise donc ne reçoit pas le paiement d'avance, mais reçoit l'engagement d'une banque. Donc, on va dire une transaction, par exemple, vers la Chine. Donc, la banque chinoise va pas faire un transfert de fonds vers l'entreprise, mais elle va émettre donc une lettre de crédit documentaire en faveur de l'entreprise québécoise. Donc, l'entreprise québécoise reçoit l'engagement d'une banque chinoise, dans mon exemple, d'être payée si elle remplit toutes les conditions documentaires indiquées dans la lettre de crédit. Donc, une lettre de crédit documentaire, c'est assez détaillé. Donc, l'acheteur, dans le fond, par l'intermédiaire de sa banque, va indiquer dans la lettre de crédit toutes les conditions sur lesquelles les entreprises, dans le fond, se sont entendues. Donc, on va retrouver le montant, bien entendu. Dans le fond, le montant de la transaction, les ports d'embarquement. Donc, la marchandise doit partir du Québec, s'en va vers la Chine. Et l'incoterm. Donc, par exemple, est-ce que le prix inclut le transport et les assurances jusqu'en Chine, oui ou non, etc. Et donc, la liste des documents. Donc, l'exportateur, donc, qui est le bénéficiaire, va avoir la liste des documents exigés par la banque et par son acheteur, dans le fond, pour obtenir le paiement. Donc, on va retrouver facture commerciale, connaissement maritime, qui va être une pièce clé dans la lettre de crédit, dans le fond, pour que l'entreprise, notre exportateur va prouver qu'il a expédié la marchandise. Après ça, on peut avoir des certificats d'origine, des certificats de qualité, bref, tout l'ensemble des documents, dans le fond, qui sont habituellement exigés pour l'exportation. Donc, ça veut dire que l'exportateur reçoit d'avance la lettre de crédit avec toutes les conditions. Et si, comme exportateur, il est d'accord avec les conditions, il va faire l'exportation de la marchandise et me remettre, par exemple, à moi, Desjardins, tous les documents qui étaient requis. On va s'assurer que les documents, dans le fond, requis remplissent les conditions. Si on avait dit que la marchandise, ça devait partir au plus tard le 1er mai, est-ce qu'on voit que c'est bien parti avant le 1er mai, etc. Donc, et on va envoyer les documents à la banque chinoise pour paiement. Donc, il faut se rappeler que c'est un mode de paiement conditionnel, donc, est basé seulement sur les documents. C'est un mode de paiement quand même, Catherine, si je peux me permettre, peut-être que dans les années passées, je vais le dire avant la pandémie, avait peut-être une baisse de popularité. OK. Mais là, définitivement, avec les retards dans le transport, par exemple, la lettre de crédit revient, je pense, à la mode. OK. Est-ce que c'est utilisé seulement avec des nouveaux clients? Non, pas nécessairement. Définitivement, pour des nouveaux clients, ça peut être une bonne utilisation, mais j'ai des clients qui font des lettres de crédit depuis 20 ans, 25 ans. À chaque moi, ça fait 25 ans. Tout à fait. C'est tout à fait possible parce que ça peut permettre de financer la transaction de part et d'autre. Donc, ça a encore son sens. Et aussi, il faut savoir, Catherine, que dans plusieurs pays, c'est obligatoire d'utiliser la lettre de crédit documentaire. Il y a, par exemple, l'Égypte, depuis quelques semaines, donc exige l'utilisation d'une lettre de crédit documentaire. Donc, chez plusieurs clients dans les derniers jours, donc qui exportent vers l'Égypte, ben même si donc l'acheteur voudrait payer par transfert de fonds d'avance, il n'a pas le droit pour contrôler les monnaies, l'échange. Donc, l'utilisation de la lettre de crédit documentaire, elle est obligatoire. Dans le fond, ça permet aux banques et au gouvernement de s'assurer que s'il y a de l'argent qui sort d'Égypte, c'est parce qu'il y a vraiment de la marchandise qui arrive. OK. Et cette situation-là, donc, c'est nouveau pour l'Égypte. Ça avait déjà commencé depuis un certain temps. On se rendait compte que les entreprises se faisaient exiger ça. C'est maintenant une loi pour certains produits, mais ça s'applique aussi depuis longtemps. Maroc, Algérie, des entreprises au Moyen-Orient. Souvent, l'utilisation de la lettre de crédit documentaire ou de la collection documentaire va être obligatoire. Donc, c'est un outil pour le gouvernement pour savoir exactement qu'est-ce qui rentre et sort du pays. Est-ce que c'est dispendieux d'utiliser une lettre de crédit pour l'entreprise? Comment ça fonctionne?
Donc, essentiellement, dans le cas d'une lettre de crédit export, habituellement, dans le fond, l'acheteur, je reviens à mon exemple de la Chine, donc l'acheteur chinois payerait les frais de sa banque chinoise et l'entreprise québécoise va payer les frais de Desjardins ou de sa banque canadienne. Donc, on peut penser, peut-être là, pour se donner un ordre de grandeur, là, probablement 0,5%, par exemple, pour de frais de commission. Donc, c'est quand même des frais, là, il y a quand même beaucoup d'implications des banques dans ce genre de transactions-là. Un frais qui est important à ne pas négliger, c'est comme c'est une banque étrangère qui s'engage à payer. Dépendamment du risque de banque, il peut être intéressant ou peut-être même nécessaire pour l'entreprise de se garantir, si on veut, ce risque de banque-là. Donc, si je reviens à mon exemple avec l'Égypte, confirmer, donc c'est-à-dire que Desjardins, si je prends un engagement sur une banque en Égypte, ça va probablement être un peu plus cher que, par exemple, une banque française. Donc, il y a un frais dans le fond. Le risque du pays, c'est ça un peu, là, le risque de... Tout à fait. Okay. Exactement. Et je pense que là, la clé, Catherine, quand on parle de frais aussi, il faut se rappeler que il ne faut pas oublier que le mode de paiement et les frais, dans le fond, font partie de la négociation. Donc, dans mon exemple avec l'Égypte, s'il y a un frais plus élevé parce que c'est une banque égyptienne qui est l'émetteur, ça fait partie, dans le fond, des choses qui pourraient être négociées entre les parties. Et par exemple, de dire que le frais de confirmation, mettons de Desjardins sur la banque égyptienne, va être à la charge de l'acheteur. OK. C'est important de connaître ça avant de faire la vente pour l'inclure dans le prix. Parce que quelqu'un qui fait une vente et qui s'entend sur le prix, puis par la suite se rend compte qu'il a besoin d'une lettre de crédit, il y a une surprise. Par exemple, sur un pays comme l'Égypte. C'est intéressant. Ce que je voulais savoir aussi, ça ressemble à un contrat. Est-ce que ça peut remplacer un contrat? La lettre de crédit documentaire ne remplace pas le contrat. C'est vrai que c'est un contrat entre les parties, mais il est distinct. Cela ne remplace pas le contrat commercial. La lettre de crédit, dans le fond, est un produit distinct et toutes les conditions reliées au paiement de la lettre de crédit vont se retrouver dans la lettre de crédit. Donc, c'est pas parce que c'est écrit quelque chose dans le contrat, si c'est pas répliqué dans la lettre de crédit ou si ce n'est pas réplicable dans la lettre de crédit, ça n'aura pas force de loi. Les lettres de crédit, comme telles, sont régies par les règles de Chambre de commerce internationale. Okay. Donc, il y a des règles, dans le fond, qui s'appliquent, que toutes les banques, on connaît et qui vont s'appliquer pour, si on veut, la lettre de crédit comme contrat. Autre question. Est-ce que souvent, là, quand on ne connaît pas notre client, on a peur de ne pas se faire payer. Est-ce qu'en faisant une lettre de crédit, j'annule ce risque-là parce que je suis certaine de me faire payer? Est-ce qu'il y a une enquête à s'assurer que le client va bien payer, là, parce que là, il doit avancer l'argent? Comment ça fonctionne exactement? Donc, dans le cas qu'une banque, par exemple, la Banque de Chine émet une lettre de crédit, elle s'est substituée à l'acheteur. Donc, pour l'entreprise ici, l'exportateur, qui est le bénéficiaire de la lettre de crédit, ce n'est pas une entreprise qui promet de payer. C'est la banque. C'est la banque qui est l'émetteur. Exactement. OK. Maintenant, les lettres de garantie. Quelle est la différence? C'est quoi une lettre de garantie? Donc, une lettre de crédit documentaire dont on vient de parler, c'est vraiment un mode de paiement. Il y a vraiment de l'argent qui va transiger avec ça. Une lettre de garantie, habituellement, c'est utilisé en cas de défaut. Ça ne sert pas de paiement. Okay. Il y a plusieurs utilisations pour un exportateur, là, pour une lettre de garantie. Ça peut être dès la soumission. Donc, par exemple, si une entreprise québécoise veut soumissionner sur un projet à l'étranger, il est fort probable, surtout si c'est un gouvernement ou une ville ou un organisme parapublic, qui va demander l'émission d'une lettre de garantie de soumission. On va appeler ça pour un bid. Donc, une soumission, 5 à 10% du montant, parce que celui qui fait l'offre, dans le fond, veut s'assurer que ceux qui envoient les offres sont sérieux et qu'ils vont continuer le processus s'ils ont gagné. Donc, okay. Il faut souvent émettre des lettres de garantie pour la soumission. OK. On peut émettre aussi, on doit souvent émettre des lettres de garantie pour garantir la performance. Donc, si l'entreprise, comme entreprise, vous avez eu un contrat à l'étranger, parfois, il faut donc garantir que vous allez terminer les travaux.
Comment on peut garantir qu'on va terminer les travaux? Comment vous faites pour vérifier ça? Donc, dans une lettre de garantie, on ne peut pas aller vérifier. Une banque, là, on ne va pas aller vérifier si les travaux sont terminés. Donc, on émet la lettre de garantie en disant à l'acheteur, finalement, que si le client ne performe pas, il peut venir nous faire une réclamation. OK. Donc, on n'est pas en mesure, nous, d'aller juger, dans le fond, Ouais. si c'est vrai ou pas vrai que les travaux n'ont pas été terminés. Donc, parce que c'est une lettre de garantie bancaire. Néanmoins, peut-être que je peux amener tout de suite ce point-là. Il y a des produits chez EDC, par exemple chez Exportation Développement Canada, qui pourraient couvrir ce risque-là, dans le fond, de tirage abusif, par exemple sur la lettre de garantie, ce qui serait un peu considéré comme un litige. Mais donc, EDC offre plusieurs produits pour les exportateurs, dans le fond, qui sont liés aux lettres de garantie. En premier lieu, pour éviter qu'il y ait besoin que le directeur de compte prenne des garanties supplémentaires, mais aussi pour le tirage injustifié. C'est un produit là, quand même qui est très intéressant, à tout le moins de s'assurer, là, de valider si ce produit-là dans le fond, est possible selon la transaction. Évidemment, les frais vont relier selon le risque. Donc, c'est vraiment pour les soumissions. Est-ce que c'est demandé de façon systématique, les lettres de garantie? Ça fait partie, dans le fond, il faut se rappeler que la lettre de garantie ou le mode de paiement fait partie de la négociation. Un autre besoin là, qu'on voit, une autre utilisation des lettres de garantie qu'on va voir pour une exportation, c'est par exemple, vous avez réussi comme exportateur à négocier un paiement d'avance ou une portion, un paiement d'avance, un 10, un 20, un 30 %. Donc, il est possible que l'acheteur étranger veut s'assurer de récupérer son acompte si vous ne livrez pas. Oui. Donc, il faudrait émettre une lettre de garantie de restitution d'avance. Donc, si comme exportateur, vous avez bien reçu le paiement et que vous ne livrez pas dans les délais, l'acheteur pourrait venir réclamer son acompte. Et là, c'est un bon exemple, Catherine, où est-ce que ça fait partie de la négociation? Parce que bien entendu, quand on est le vendeur, on ne va pas proposer ça, évidemment, à notre acheteur. Mais il faut savoir que ça existe et c'est le genre de produit encore là qui serait couvert par EDC. Donc, ça pourrait être intéressant parce qu'on comprend quand même le besoin de l'acheteur de vouloir se faire rassurer, surtout si les délais, par exemple, c'est un délai de fabrication ou un équipement, possible que l'acheteur veut s'assurer que dans 3 mois, dans 6 mois, une fois qu'il a mis son acompte, qu'il va avoir son équipement. Est-ce qu'on voit plus des lettres de garantie pour des très grosses transactions? J'imagine qu'une transaction de 10 000 $, on voit moins ça ou je me trompe? Bien, il est vrai qu'il y a des frais minimums, effectivement, qui vont s'appliquer autant pour les lettres de crédit documentaire que pour les lettres de garantie. Donc, c'est pour ça qu'habituellement, c'est des montants un peu plus élevés que 10 000 $, bien entendu, parce qu'il y a quand même quelques centaines de dollars de frais qu'il faut calculer à chaque fois. Donc, mais pas nécessaire que ce soit des millions. Des fois, ça peut être des petites transactions en bas de 50 000, puis on va quand même voir l'utilisation des lettres de garantie. Question peut-être à l'inverse, on parle beaucoup d'exportateurs, mais si moi, je veux acheter une grosse machine, là, est-ce que je vais avoir Desjardins pour ma lettre de garantie? Oui, définitivement. Si vous faites comme entreprise, si vous achetez un équipement, ben ça, ce serait le premier conseil, c'est de voir son directeur de compte rapidement, en fait, avant de signer un contrat avec un fabricant, parce que c'est important de bien ficeler le financement et surtout de ne pas convenir, par exemple, avec ce vendeur-là des paiements sans s'assurer que le financement est bien ficelé. Malheureusement, trop souvent, on va voir nos clients arriver, le contrat est déjà signé, c'est un équipement, c'est très bien, il y a une file d'attente, par exemple, mais quand on va regarder, il faut quasiment payer 90 % de la machine et elle n'est toujours pas arrivée ici. Donc, ça pourrait causer des enjeux au niveau du financement et des modes de paiement. Et c'est là que si on peut intervenir rapidement, ben, peut-être qu'on pourrait, par exemple, proposer une lettre de crédit documentaire qui va s'intégrer là-dedans. Et au moins, quand on fait le paiement, ben, on sait que la marchandise, elle est à quelques jours d'arrivée et non quelques mois.
Hum. J'imagine que vous devez aimer que les entrepreneurs se préparent, ils prennent un peu les conseils avant de négocier. Est-ce que c'est fréquent que les gens se font prendre par surprise? Ben, c'est certain que dans la situation actuelle, c'est vrai que les entreprises, des fois, doivent bouger vite là, parce qu'ils sont inquiets, dans le fond, qu'ils vont perdre leur place, là, par exemple, s'ils veulent acheter, surtout quand on veut acheter, je dirais, Ouais. définitivement. Mais c'est vraiment important de contacter, d'échanger avec son directeur de compte avant de signer quoi que ce soit. Et surtout, les spécialistes, parce que ça va dépendre aussi des pays. Parce Hum. qu'en fait, les conseils ne seront pas les mêmes si vous transigez avec les États-Unis ou est-ce que du transport en camion que si vous transigez avec la Chine ou le Moyen-Orient et que là, on a du transport maritime. Hum. Tout ça fait, parce que la lettre de crédit, c'est un mode de paiement qui est peut-être lent, qui prend plusieurs jours, mais quand même, le transport avec la Chine prend 6, 8, 12 semaines. Donc, il n'y Hum. a pas du, hein, Hum. les conséquences sont vraiment différentes. Si on envoyait un paiement d'avance en Chine et qu'on reçoit la marchandise dans 8, 12 semaines, c'est pas la même chose que quand on a commandé aux États-Unis et que le camion va arriver la semaine d'après. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les entreprises, dans le fond, autant lorsqu'ils achètent que lorsqu'ils vendent, contactent rapidement, dans le fond, les experts et déterminer c'est quoi le meilleur mode de paiement selon le pays, hein, parce que ça va varier selon ben, l'acheteur ou le vendeur. Donc, c'est sûr que si on fait affaire, par exemple, avec un gouvernement, peut-être qu'on n'a pas vraiment le choix sur les conditions, mais si c'est une petite entreprise comme nous, ben, ça fait place à la négociation. Il y a quelque chose que tu as dit, Nathalie, en début là, de conversation qui m'a accroché. Tu me parlais que des fois, quand on va dans un nouveau marché, on arrive avec un produit, puis il faut peut-être faire des termes de paiement plus alléchants là, pour l'acheteur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour donner des conseils à des nouveaux? Là? Qu'est-ce que tu vois habituellement? Comment ça se passe? Les gens arrivent avec leur nouveau produit, là, puis ils donnent des facilités. C'est dans le paiement, comment? Est-ce que tu as des exemples? Et, effectivement, si on veut, si une entreprise, dans le fond, veut développer un nouveau marché, il faut probablement offrir du terme, donc offrir à l'acheteur qui pourra payer dans 30 jours, 60 jours, 90 jours pour arriver à l'intéresser. Et c'est là qu'arrive un produit là, essentiel, c'est les assurances, Mm. assurance crédit, donc assurance sur les comptes à recevoir. Et ça s'applique d'ailleurs pas nécessairement seulement à l'international, hein. On peut assurer ses comptes à recevoir au Québec, au Canada aussi. Les comptes à recevoir, dans le fond, c'est l'actif le plus précieux hein, pour les entreprises. Donc, assurer, vérifier, dans le fond, la qualité de l'acheteur. Pour moi, là, c'est essentiel. En premier lieu, vérifier l'assurabilité. C'est déjà un premier indice. Donc, si l'assureur, ici, l'assureur, je pense à EDC, bien entendu, mais il y a d'autres compagnies d'assurance de crédit au Québec, par exemple, là, Intac ou Euler. Et il y a l'utilisation aussi d'un courtier qui peut être intéressante, qui, selon la situation de l'entreprise, peut évaluer c'est quoi le meilleur assureur selon les produits et les pays. Donc, de vérifier donc l'assurabilité d'un acheteur, c'est essentiel. Si Mm. l'acheteur n'est pas assurable, par exemple, l'acheteur, c'est une nouvelle entreprise, ben donc là, ça nous donne un indice qu'on ne peut pas offrir du compte Mm. ouvert à un Mm. client comme ça. Alors là, peut-être qu'il faudrait absolument passer par une lettre de crédit. OK. Si l'entreprise, si l'acheteur, dans le fond, est assurable, ben c'est déjà un bon indice, bien entendu. Donc Mais là, le coût de la prime n'est pas nécessairement dans- très élevé. Donc, OK. ça vaut la peine de vérifier ça. Moi, si je donne des termes de paiement, je ne sais pas, moi, de 3 mois là, à l'entrepreneur, ben, à l'entreprise qui va acheter mon produit, euh, là, je me dis, bon, ben, il faut quand même que je finance ce 3 mois-là. Ma machine, je la fais, il faut que je la paye, l'envoie, je lui dis, paye-moi dans 3 mois. Donc, j'assure ça. C'est ça que je fais. Je m'assure. Donc, c'est la meilleure façon de faire. Puis ça, c'est courant, dans le fond, quand on développe un nouveau marché, parce que c'est quand même risqué, hein? Souvent, on va dire, hey, paye-moi, puis après ça, je vais te l'envoyer et je ne te connais pas. Mais il faut quand même donner cette possibilité-là. Là. On voit ça souvent. Exactement. Et pour
financement, dans le fond, le financement traditionnel avec la marge de crédit. Donc, quand on a une entreprise a une marge de crédit avec chez Desjardins ou avec une autre institution financière, souvent les comptes à recevoir étrangers vont pouvoir être marginés, qu'on appelle, donc acceptés dans la margination pour la ligne de crédit s'ils sont assurés. C'est une condition assez standard que les comptes étrangers doivent être assurés pour pouvoir être financés. Donc, il faut aller chercher l'assurance, absolument. C'est quelque chose. Est-ce que des gens font des transactions sans s'assurer? Est-ce que ça arrive? J'imagine pour des petites transactions. Effectivement, ça pourrait être soit des petites transactions ou bien si l'acheteur est une entreprise, mettons, Rio Tinto. Une entreprise de grande envergure. Dans le fond, si l'acheteur est un client de grande envergure, probablement que Desjardins n'exigera pas que le compte soit assuré, dans le fond, parce que ce serait peut-être un frais supplémentaire qui n'est pas nécessaire. Parfait. Au niveau des erreurs fréquentes, là, est-ce que tu peux me donner quelques exemples? Peut-être acheter des équipements trop rapidement? Est-ce que ça... Je me vois, là, moi, entrepreneur emballé, je viens de trouver la machine, je suis en Italie, je veux l'acheter tout de suite. Ça, est-ce que c'est une erreur? Effectivement, c'est une erreur et c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Donc, le client va nous arriver avec un contrat déjà signé. Donc, toutes les parties ont signé. Par exemple, dans ton exemple, le vendeur italien a déjà signé et on va se retrouver que là, de notre côté, chez Desjardins, mais on ne veut pas envoyer comme 90% de la valeur d'un équipement sans l'avoir vu, sans qu'il soit arrivé ici et sans qu'il fonctionne, sans qu'on ait de garantie qu'il fonctionne. Donc, c'est un bon exemple là, où est-ce que c'est essentiel que l'entreprise, dans le fond, contacte son directeur de compte et qu'on regarde ensemble ce qui est possible de faire. Par exemple, d'intégrer des lettres de garantie. Donc, si on doit faire un acompte, par exemple, si on doit absolument faire un acompte pour commencer la production, ce qui est possible si c'est un équipement sur mesure, au moins qu'on obtienne de la banque en Italie une lettre de garantie de restion d'acompte. Donc, pour notre entreprise, si jamais on ne reçoit pas l'équipement, qu'on puisse récupérer l'acompte. Et tout l'étalement des paiements aussi qu'on peut regarder. Mais une fois que c'est signé, il est un peu tard, dans le fond, pour revenir auprès, dans le fond, du fournisseur italien, surtout si sa position de négociation, surtout s'il est fort. Donc, probablement qu'on ne pourra pas aller faire modifier ces conditions-là et on ne sera pas capable, dans le fond, d'ajuster le financement et les modes de paiement avec le contrat. En fait, Nathalie, moi, j'ai l'impression que le fait de travailler de concert avec le directeur de compte et l'équipe à l'international aide à s'organiser dans les transactions et à mieux planifier les transactions à l'international. Est-ce que j'ai raison? Oui, Catherine, effectivement, on a chez Desjardins une équipe d'experts dédiés dans le fond et on est les gens qui faisons les opérations. Donc, on a une grande expertise selon les pays, selon les situations. On est en mesure d'offrir un accompagnement personnalisé aux entreprises, autant les exportateurs que les importateurs. Et je suis très fière du travail, de l'accompagnement qu'on peut offrir. Et je pense que c'est le message. Il ne faut pas hésiter, dans le fond, comme entreprise, comme pour nous contacter, pour contacter votre directeur de compte. On est là pour vous appuyer. Chez Desjardins, je vous sens très impliquée auprès de vos clients, très dynamique. Puis, je voulais dire, Nathalie, que j'ai beaucoup aimé les explications. J'ai toujours eu un peu de difficulté à comprendre tous les rouages des lettres, là. Donc, j'étais contente aujourd'hui de pouvoir poser les questions pour bien les comprendre. Puis, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci, Catherine. C'est un plaisir. Cet épisode a été présenté grâce au soutien de Desjardins. Si vous voulez poursuivre la discussion d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'étranger, obtenez plus d'informations sur notre site web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au balado Les Exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI.
Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!